plus de 1 million d'annonces dans la plateforme de la seconde main. Ça en dit quelque chose sur la consommation des Israéliens pendant ces temps de guerre. Et, par ailleurs, un réserviste qui a fait beaucoup de jours de Milouim est à l'honneur dans la gestion des produits financiers. Si je vous dis Yatchtime, si je vous parle des gens qui ont changé de banque parce que c'est beaucoup plus facile, et ils ont été très nombreux, du fonds de retraite, enfin plutôt de 4 fonds de retraite qui ont été condamnés, et également d'un réserviste qui a été mis à l'honneur, non pas pour ses faits d'armes, mais pour sa gestion, eh bien vous avez compris, c'est le sommaire de l'émission du jour, avec le docteur Daniel Guggenheim, ici présent. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour. Docteur en économie, pour ceux qui ne le savent pas. Évidemment, il faut toujours préciser. Alors, on va commencer avec Yatchtime. Ça nous intrigue parce qu'il faut savoir que plus d'1 million d'annonces ont été publiées pour des produits de seconde main. Alors, on voudrait savoir, Daniel, vous qui êtes un analyste émérite, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous apprend sur les Israéliens? Tout à fait. C'est d'abord un chiffre impressionnant et c'est d'abord quelque chose également qu'on sait au niveau mondial, que ces plateformes de Yad Shnia, comme vous dites, de seconde main, de produits qui ont déjà été achetés, qui sont revendus après, est quelque chose, un trend, comme on dit en anglais, qui marche beaucoup. Et donc en Israël aussi, on parle que, rien que j'ai vu sur la mode, qu'en 2030, ce marché-là, dans le monde entier, sera de 350 milliards de dollars. Il faut réfléchir pour montrer justement l'analyse, pour voir ce qui s'est passé en Israël, voir la les raisons. Mode en Yad Shnia, vous voulez dire? Oui, les habits, des choses comme ça. On verra spécialement d'ailleurs des choses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a donc plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a l'économie, c'est-à-dire que dans le monde entier, il y a des problèmes, que la vie chère, il y a un problème que les gens gagnent moins d'argent, et donc bien entendu, ils vont sur ces plateformes-là pour économiser dans leur achat. Ce qui joue également, c'est ce qu'on appelle l'écologie. Il faut savoir, par exemple, que l'habillement, faire un nouvel habit, et de ce qu'on dans la mode, c'est 10% des ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et donc, c'est quelque chose qui est très dangereux pour le climat. Et donc, c'est pour ça que les gens dans le monde entier se disent peut-être, je vais, moi, déjà utiliser quelque chose qui a déjà été vendu pour justement ne pas qu'on ait besoin de refaire un habit. Également, par exemple, le meuble. On sait que pour faire des meubles, il faut du bois et ça participe à la déforestation du monde. Et donc, c'est pour ça que de façon globale, dans le monde entier, ces genres de plateformes ont de plus en plus d'intérêt. Comme j'ai dit, une croissance très importante prévue. Maintenant, en Israël, ce qui est intéressant, c'est que justement, cette plateforme-là a donné au journal, à la presse, une analyse de ce qui a été fait, de ce qui a été donc plus l'application Yad Shnia. Oui. Alors, ils ont dit, ils ont dit que, en vérité, ce qu'on remarque, c'est que les catégories qui ont été les principaux vendus et proposés, ce sont des catégories qui sont liées à la guerre, ce qui ne nous étonnera pas. Comment ils voient ça? Il dit, par exemple, on a remarqué que les gens voulaient beaucoup de lits et de canapés, de choses comme ça. Ils ont dit, c'est rentrer plus dans son intérieur et également se sentir mieux à la maison. Des grands frigidaires, parce que on se rappelle bien sûr qu'on a eu une peur qu'on devrait rester très longtemps dans notre maison. Alors ça aussi, ça a poussé les gens à vouloir acheter pouvoir avoir chez eux beaucoup de choses. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit que ça a été une année du baby boom en Israël. 180 000 nouveaux bébés. Et eux, ce qu'ils ont remarqué, beaucoup de demandes de nouveaux landaux, de propositions et d'achats, donc sur le plateforme de nouveaux landaux, donc poussettes et autres. Ça reflète ce qu'on a dit, ce baby boom. Maintenant, ils ont dit, la chose qui est pittoresque, je dirais, pour terminer sur ce sujet, c'est le tricot. Ils ont dit beaucoup de choses qui servent à tricoter ont eu un très grand un intérêt en 2024. Apparemment, les femmes se sont dit, je dois beaucoup tricoter, bien il y a peut-être aussi des hommes. Et donc, c'est sûrement aussi, d'après eux, une conséquence de la guerre de son chez-soi, de rester plus longtemps à la maison. Et de faire des activités, on va dire, manuelles, qui ne nécessitent pas de sortir. Tout à fait. Voilà. On se renferme sur soi-même, en fait. Une dernière chose qui n'est
pas directement lié à ça, mais je voudrais le dire parce que la semaine dernière, j'avais parlé de grand achat en décembre et j'avais dit ça va sûrement donner beaucoup de recettes. Et effectivement, tous les journaux ont publié, bonne surprise, le déficit budgétaire de décembre est beaucoup moins important. Il est que de 6,9%, alors qu'on avait prévu 7,7%. Je parle pour toute l'année 2024. Il a été même jusqu'à 8,5%. Et donc, c'est la grande consommation des gens. Si on regarde qui a fait ça, si on regarde d'ailleurs, le déficit sur le mois de décembre 2024 a été seulement de 19 milliards. On comparait à décembre 2023 où il était de 38 milliards de shekels. Donc, on voit vraiment la grande différence qui a été faite depuis le moment où la guerre était au milieu et notre situation actuelle. Bon, alors peut-être que c'est les produits de Yachnia, le fait qu'on ait consommé beaucoup de ces produits qui ont fait baisser le déficit budgétaire, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on continue avec les clients israéliens, ils sont 250 000 qui ont changé de banque. Alors vous l'expliquez, Daniel, par le fait qu'il y a eu une réforme bancaire et que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de changer de banque. Oui, c'est-à-dire, pas moi qui l'explique, c'est la Banque d'Israël qui a voulu faire, non, je précise bien qui a voulu faire de la publicité pour sa réforme. Je vais d'ailleurs en parler de son point de presse, mais elle, ce qu'elle dit comme ça, elle dit, en septembre 2021, la Banque d'Israël a fait mener une législation, une réforme, qui est rentrée donc dans les faits il y a maintenant 3 ans, où quelqu'un peut changer d'une banque à l'autre. Ils ont dit ça en clic, ça veut dire il suffit de dire à la banque d'où on est parti, où est-ce qu'on va, et l'autre, et tout se fait automatiquement. Ça veut dire qu'on ait des chèques en cours, des cartes bleues, peu importe, ils s'arrangent. Et surtout, prélèvement automatique. Oui. Si. Enfin, il fallait faire une liste et tout ça. Exact. Ils ont voulu faciliter. Quelle était l'idée? L'idée, c'était de pouvoir donner aux clients dans les banques une meilleure façon de négocier face à banque en disant si tu me permets pas de passer de cette banque parce que tu me payes pas cette commission, tu me donnes pas plus d'intérêt. Voilà, tu m'arranges pas, mais je m'en vais. Voilà, je m'en vais. Et de pouvoir permettre donc une facilité de négociation, c'est le BABA. Dans une négociation, faut pouvoir pour que l'autre puisse penser que vous pouvez partir. Alors, ce que la Banque d'Israël a dit, c'est que en vérité, il y a eu plus de 300 000, même 320 000 à peu près demandes qui ont été faites et seulement, comme on a dit, 250 000. Ils disent, une partie de ça, 30%, c'est des banques qui ont réussi à retenir leurs clients justement en leur donnant des meilleurs avantages. Donc, ils disent, voilà, on a réussi là-dessus. Ils disent, une partie n'a pas été bien réalisée, entre cette différence entre 250 et 320 000 à peu près, à cause des problèmes techniques. Ils sont pas rentrés dedans. On sait ce que c'est l'informatique. Et enfin, il peut y avoir aussi des problèmes juridiques. Alors, ils ont dit également, la Banque d'Israël, dans à peu près cette même semaine, a fait une autre déclaration en disant, on remarque d'ailleurs que les Israéliens, point de vue de banque, font beaucoup mieux. On est content qu'ils ont donné 11 milliards de shekels dans ce qu'on appelle les dépôts, au lieu de les laisser dans le compte courant où pratiquement ça reçoit rien du tout. D'abord, là-dessus, je voudrais faire une réflexion. D'abord, si on met, lorsqu'ils ont dit, il s'agit surtout des dépôts qui ont été mis pour un jour. Et là-bas, c'est très très faible, c'est moins de 1% par an. Alors ils ont dit, il y a aussi des gens qui ont mis ça des dépôts à long terme, et ça peut aller jusqu'à 4%, mais comme on en parle souvent, ça veut dire que c'est complètement immobilisé 1 an. Ça, c'est une chose. Ils ont dit, d'ailleurs, la Banque d'Israël a dit toujours, j'ai un problème parce que je vois que j'avais fait une réforme aussi sur le digital pour permettre au niveau des crédits d'avoir une meilleure concurrence face aux banques. Or, ça ne se passe pas. Et on remarque toujours une très, très grande écart, c'est la Banque d'Israël qui le dit, entre ce qui est proposé aux épargnants dans leur dépôt au taux maximum de 4%, le taux moyen des emprunts, ils le font autour de 9%, ils parlent même de découvert 12%. Moi, je sais, puisque je vois des gens de qualité, quand même jusqu'à 20%. Donc, c'est un écart qui est scandaleux et pour l'instant, il n'y a pas de solution à ça. Alors, moi, donc ça, c'est ce qui a été dit au niveau général et c'est les faits. Comme d'habitude, je fais un petit commentaire. Moi, ce que je ressens, c'est que la Banque d'Israël fait le minimum. Encore une fois, la Banque d'Israël, par la loi, elle est obligée d'assurer la stabilité des banques. Ça veut dire, elle veut qu'ils aient des bons bénéfices, et elle fait un peu de consumérisme pour montrer qu'elle également elle fait des choses pour les épargnants, pour les clients des banques. Mais moi, je trouve que c'est pas assez. Moi, je regarde ce chiffre de 250 000 par rapport aux millions de personnes qui ont des comptes comme quelque chose de rien du tout. Ça veut dire que c'est vraiment très faible. En 3 ans, que c'est seulement 250 000. Et le fait également qu'il y ait cet écart
entre les taux qu'on sont donnés aux épargnants et les taux d'intérêt, comme je l'ai dit, qui sont demandés dans les emprunts, est scandaleux. Et en fait, il y a des fois, comme je l'ai dit souvent, une volonté de la part des députés de vouloir faire des lois et des choses comme ça, mais ça s'arrête rapidement. Et en vérité, la Banque d'Israël essaye de cette façon-là, en montrant qu'elle arrive d'une autre façon à empêcher ces lois-là d'arriver. Mais je pense qu'il y a vraiment un réel problème au niveau de ce qu'on pourrait dire bancaire et autres, de non-concurrence et que ça soit au niveau des dépôts ou au niveau des crédits, et que la Banque d'Israël ne fait pas assez, et je dirais même malheureusement des fois bloque les grandes réformes. Bon, alors avec ça, on est mieux éclairé, mon cher Daniel. Alors on va continuer avec les fonds de retraite. Il y en a 4, des fonds de retraite assez anciens, il faut le préciser, qui ont été condamnés pour avoir caché des allègements fiscaux à leurs clients. Oui, tout à fait. Il faut d'abord préciser qu'il y a dans les fonds de retraite en Israël ce qu'on appelle les anciennes fonds de retraite. C'est ceux qui sont d'ailleurs ici jugés. On ne peut plus rentrer dedans à partir de 1995. Ils ont des avantages spéciaux et c'est donc, comme je l'ai dit, c'est ceux qui sont concernés par cette Tvia Yitzudi, c'est cette plainte qui a été faite et qui a été reçue. Alors, de quoi il s'agit également? Il faut savoir qu'à partir de 2012, il y a dans le jargon en Israël de tout ce qui est des retraites, on parle du tikkun me'atishim, c'est-à-dire changement de loi, amélioration de la loi, on dirait 190. Ça a permis d'énormes allègements fiscaux pour tout ce qui était les retraites. Et ce qui s'est passé, c'est que ces 4 fonds de pension n'ont pas du tout dit, comme vous l'avez dit dans votre présentation, n'ont pas informé leurs clients qu'il y a maintenant ce tikkun me'atishim, et à cause de ça, les clients n'ont pas pu bénéficier de ces allègements d'impôts. Il s'agit donc comme je dis, jusqu'à 2020, donc il faut voir, c'est une grande période, c'est de 8 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils n'ont pas seulement qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'en plus, ils auraient pu d'eux-mêmes prendre moins et le donner aux impôts, c'est-à-dire moins de prélèvements à la source. Ils n'ont même pas tenu de son compte de tikkun me'atishim. Ils ont entendu que les gens aillent chez des conseillers fiscaux ou autres pour réclamer l'argent au fisc. Et ça, c'est très grave. Maintenant, quelle a été la réponse à ces fonds de retraite? Il a été de dire, c'était au fisc de venir et renseigner les gens. Et le juge a refusé ça. Il a dit non. Vous avez, d'après la loi, il faut le savoir, d'abord ce qu'on appelle en hébreu. Ça sert à rien de prendre des mandataires s'ils ne nous renseignent pas. Tout à fait. Et c'est à peu près ce qu'il a dit. Il a dit, la loi a prévu que vous, en tant que fonds de pension de retraite, vous avez des obligations, par exemple, de bien servir. On appelle aussi Zehirut, de faire très attention, de Efaratemu, c'est-à-dire de se conduire bien face au client, de pas faire des choses qui pourraient lui porter à tort. Tout ça n'a pas été respecté ici. Vous n'avez pas fait votre rôle. Alors, ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Il s'agit de dizaines de millions de shekels. Comment les gens vont le récupérer? Là, il va y avoir un autre jugement. Il a dit ça va être par rapport à chaque personne. Comment ça va être, etc. Il va y avoir une autre décision qui va être faite. Le juge a tenu à dire la chose suivante. Ce n'est pas seulement vous qui êtes en cause. C'est un appel que je fais à tout ce qu'on appelle les gufim financiers en hébreu, c'est-à-dire, on dirait des institutions, les établissements financiers, de faire très attention par rapport aux droits des clients. Et c'est à vous d'informer. Et bien sûr, si vous pouvez faire qu'ils payent moins d'impôts vous-même, de le faire. Et donc, on pense que ça va changer la façon de faire. Et également, il a fait un appel aux régulateurs de bien vérifier si tout ce qu'on appelle, comme vous avez dit, établissement financier, respecte ce qu'il a dit ici. Et donc, c'est quelque chose qu'on espère qui va changer beaucoup en tout cas, dans la sphère financière. Une décision qui va aller dans le sens des intérêts des consommateurs, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors, on va finir avec une jolie nouvelle qui nous fait chaud au cœur parce que nos combattants, eh bien, nos réservistes, on y pense et on est ravis qu'un réserviste soit mis à l'honneur. Alors, non pas pour ses faits d'armes, malgré ses 250 jours de Milouim, mais plutôt pour une gestion impeccable. Tout à fait. Le site Founder, qui est un site qui classe les 6 caves, qui classe dont on va parler ici, les polices d'épargne, chaque année fait une coupe, la ligue. Et il dit, celui qui a gagné le plus, c'est la société Mort. Je parle dans les polices d'épargne. Ce qui est très important, c'est beaucoup de gens, maintenant c'est des centaines de milliards de shekels qui sont investis dans ces produits-là. Et donc, elle a été gagnée
par mort. Et ce mort est dirigé par Omer Alon. Ce garçon-là a été, comme vous l'avez dit dans la présentation, plus de 200 jours dans les Milouim. Il était à Gaza. Et il a été interviewé pour savoir comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir gérer de là-bas. Ça veut dire qu'il a continué à travailler pendant sa période de réserve. Alors il a dit, il faut savoir qu'il y a eu des jours entiers où le combat était très intense, où des copains d'armes sont tombés à côté de lui, où il risquait sa vie tous les jours. Il a dit, ces jours-là, j'étais déconnecté. Et je devais complètement m'en remettre à mon équipe qui était sur place, c'est-à-dire qui était à son bureau normalement. Et il a dit, mais dès que je pouvais avoir un peu des moments de libre, la nuit, le jour, comme beaucoup d'ailleurs. Comme beaucoup. Alors les gens de son bureau immédiatement l'avertissaient de ce qui se passait sur le marché pour qu'ils puissent prendre des décisions et leur dire à eux quoi faire, parce que il a dit c'est quelque chose de très dynamique. Il a dit par exemple pourquoi nous avons réussi. Le premier semestre nous avons surtout fait des investissements vers l'étranger et le second semestre nous avons vu qu'en Israël à la bourse il y aurait beaucoup, comme on a parlé ici, beaucoup de choses qui vont se passer et comme on dit, de choses, d'éventualités très très bonnes dont il faudrait profiter. Et donc il l'a fait. Et il a dit, je voudrais rajouter quelque chose. Il a dit, non seulement quand je revenais au bureau, parce qu'il n'a pas été un an entier au Milouim, mais il revenait des fois au bureau même. Il a dit, on me donnait des cadeaux, etc. Et donc ça m'a beaucoup aidé de voir cette chaleur. Il a dit, mais je veux dire aussi la chose très très importante pour moi, c'est la famille. L'encre, c'est mon encre. Il a dit, il revenait à la maison, il dit sa femme lui faisait tout, et il a dit, il a une petite fillette de 1 an, il a dit quand je voyais son sourire, c'est ça qui me donnait la force. Donc c'est très important de voir qu'en vérité, ceux qui gèrent ces choses-là sont des hommes comme nous et vous, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quelqu'un comme ça a pu être à l'auteur, comme vous avez dit, de la meilleure gestion. Et ça nous fait vraiment plaisir, franchement, parce que c'est vrai que la vie des réservistes n'est pas facile. Ils doivent gérer de nombreux défis et franchement, bravo à lui vraiment et à tous les autres qui continuent le combat pour nous. Voilà, merci Daniel. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.